Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sur l'échiquier international. Bienvenue. Cap aujourd'hui sur Gaza, qu'on n'a jamais réellement quitté, mais dont on a cru l'espace de quelques jours qu'on pouvait être tranquille pour nos frères à Gaza, même si notre connaissance des méthodes sionistes nous empêche tout de même de nous laisser aller à cette pensée délicieuse. Oui, hélas, ce fut trop beau pour être vrai, car les Gazaouis n'ont jamais eu des moments de répit et que leur vie de père en fils, en petit-fils, est ponctuée de sacrifices et de tourments. Connaîtront-ils un jour la paix avec un colon qui se croit tout permis, avec une entité sioniste qui excelle dans l'art du crime? Hélas, il est désolant de vous dire que aujourd'hui et depuis hier et depuis lundi, pour être bien précis, Gaza est de nouveau sous les raids de l'entité sioniste, que le cessez-le-feu n'a été qu'une parenthèse pour prévenir ou revenir de plus belle à la violence, et que les Gazaouis, en ce mois sacré du Ramadan, renouent avec la mort. Mesdames et messieurs, voici ce qu'ont décidé les puissants de ce monde pour les Gazaouis. La mort les guette partout parce qu'ils ont refusé de quitter leur terre. Les représailles ne font que commencer. Les sionistes ont fait voler en éclats le cessez-le-feu à Gaza. Pour en parler ce soir, nous recevons avec beaucoup de plaisir Christophe Oberlin, professeur des universités spécialisé dans la microchirurgie et la chirurgie de la main. Il est également un fervent défenseur de la cause palestinienne, en tous les cas avec des idées bien tranchées. Christophe Oberlin, bonsoir, merci d'être avec nous. Merci de votre invitation une fois de plus. Je rappelle que vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages, dont celui de Cheikh Yassine, le fondateur du Hamas. Sera également avec nous dans un petit instant Eli Hatem, avocat et homme politique français, qui nous rejoindra dans un petit instant, comme je le disais. Pour commencer, Christophe Oberlin, les forces d'occupation sionistes ont volé ou ont fait voler en éclats dans la nuit de lundi à mardi et jusqu'au jour d'aujourd'hui le fragile cessez-le-feu déjà qui était plus ou moins, je dirais, précaire, et on a vu à plusieurs fois l'entité sioniste menacée de justement de le rompre. Voilà qui est fait, et depuis lundi, les Palestiniens sont sous les raids des bombardements et qui passent déjà, eux, qui passaient déjà un ramadan assez difficile. Alors, en l'espace de 48 heures, 1000 morts, est-ce que cela est concevable? Écoutez, je crois qu'il faudrait poser la question aux Israéliens. Je veux vous dire, oui, en tant qu'ami des Palestiniens et fréquentant le Gaza, il y a eu encore 2 personnes que je connaissais bien et pour lesquelles j'avais beaucoup d'estime et qui ont été tuées au cours des dernières 48 heures, ainsi que toute leur famille proche. Donc l'horreur continue. Je crois qu'il faut aussi observer ce qui se passe du côté israélien, car peut-être que de ce côté-là, il y aura des événements. On peut voir que beaucoup de généraux de haut rang, des directeurs des services des renseignements, sont en total désaccord avec le Premier ministre, entre guillemets. Et à cet égard, si vous voulez me donner 10 secondes, je souhaiterais lire quelque chose qui a été écrit par, qui a été dit par Amir Ayalon, qui était le directeur du Shin Bet. Il disait: je peux prouver que le Hamas n'est pas devenu plus modéré après l'assassinat de ses dirigeants. Lorsque nous nous occupons non pas de celui qui s'apprête à nous tuer, mais de ceux qui prêchent la résistance, non seulement nous nous engageons dans une voie interdite par le droit international, nous bafouons la justice la plus élémentaire, nous mettons de côté toute considération morale, mais, et je parle en tant que chef du Shin Bet, c'est inefficace. Il y a un complexe appelé la banalité du mal. Quand vous commencez à faire cela en masse, quand 200 personnes ont trouvé la mort à cause de ce que vous appelez une élimination ciblée, ce procédé se transforme en travail à la chaîne et vous vous demandez de moins en moins là où vous allez vous arrêter. Ceci a été écrit, a été dit par Amir Ayalon en 2012 et malheureusement, ce qu'il se passe aujourd'hui correspond à la réalité qu'il avait déjà perçue. Et je pense que du côté israélien, que ce soit les simples soldats qui aujourd'hui, au niveau non pas de la Cour pénale internationale, mais la Cour internationale de justice, puisqu'il s'agit d'un génocide, eh bien ces soldats
ont la possibilité de refuser d'embarquer dans leurs avions. Ils ne risquent pas grand-chose, vous voyez, il n'y a pas la Gestapo là-bas, ils risquent simplement quelques mois de prison, mais véritablement un grand mouvement du côté israélien s'impose si ce pays, si cet État veut garder un peu de dignité. Oui, encore faut-il qu'il entende parler de ce mot. Christophe Oberlin, justement, est-ce que, selon vous, selon ce qu'on pourrait appeler des analyses ou des attentes, est-ce que cette rupture, j'allais dire, cette violation du cessez-le-feu était prévisible quelque part de la part de l'entité sioniste? Écoutez, moi, je ne suis pas du côté de l'entité sioniste, je n'ai pas d'informations particulières. Elle était prévisible quand on connaît le personnage qui dirige l'État d'Israël actuellement. Mais là où ce qui est totalement imprévisible, c'est l'absence de mesures concrètes des Occidentaux. On se rappelle que M. Macron, par 2 fois, a refusé de signer une résolution du Conseil de sécurité appelant à un cessez-le-feu. Actuellement, il continue à jouer avec cette carte qui est celle de la reconnaissance d'un État palestinien. La France ne l'a toujours pas reconnu. Et au-delà des déclarations, même des déclarations absurdes, totalement immorales et contraires au droit, comme la France assure l'immunité de M. Netanyahou, tout ceci est terrifiant. La France n'a pas les moyens de couper le robinet des armes, des bombes américaines, mais par contre, elle peut parfaitement, avec l'Union européenne, qui semble être un petit peu émue en ce moment, eh bien, couper les relations économiques avec Israël. 40% des échanges économiques israéliens se font avec l'Union européenne, et donc ce blocage économique eh bien, provoquerait très certainement une mise à genoux de l'économie israélienne. Et à ce moment-là, on pourrait commencer à envisager l'avenir, de nouvelles élections dans ce pays et un avenir plus serein. Très bien. Finalement, Christophe Borlincy, on va revenir un petit peu sur la genèse. Depuis qu'il y a eu ce cessez-le-feu, justement, il y a eu des négociations, des libérations de part et d'autre de prisonniers. Et puis, à un moment donné, on parlait de la deuxième partie, c'est-à-dire la deuxième tranche des négociations. À chaque fois, on incombait la responsabilité à Hamas d'avoir refusé, alors que tout ce qu'avait dit Hamas, c'était aller vers une paix durable en contrepartie de la libération des otages. Sauf que cette même phrase n'a pas beaucoup plu. Et aujourd'hui, on est en train, du côté de l'entité sioniste et de ses alliés, de reprocher à Hamas d'avoir été responsable de cette rupture. Et rupture, je suis quand même assez soft, de cette violation de cessez-le-feu aujourd'hui. Écoutez, je crois qu'il n'y a pas ce qu'a dit le Hamas, de ce qu'ont dit finalement les résistants palestiniens, parce qu'il n'y a pas que le Hamas. Oui. Il y a ce qui a été écrit. Et l'accord Biden, je l'ai lu, comme tous les journalistes sérieux, et notamment ceux que vous êtes. Cet accord prévoyait à la fin de la première phase, eh bien, comme condition à la poursuite de la deuxième phase, l'ouverture du point de Rafah avec l'entrée de tout le matériel humanitaire. Et donc, c'était la clause qui a été écrite dans un accord il y a maintenant déjà plus d'1 an, qui a été réactivée en mai dernier, puis qui est revenue maintenant. Donc, le Hamas, et en tout cas l'accord écrit que tout le monde peut consulter, eh bien, cet accord écrit a été scrupuleusement respecté par la partie palestinienne. C'est vrai que, bon, on va un petit peu rappeler ce que contenait l'accord en lui-même. Le Hamas souhaitait d'abord, pour passer à la deuxième phase, d'abord des discussions. Elle souhaitait un cessez-le-feu permanent, un retrait donc sioniste de Gaza, la réouverture des points de passage pour l'aide et la libération des derniers otages. Donc ce sont 4 points primordiaux sur lesquels Hamas s'est basé. Et bien entendu, pour ces mêmes points qui ont été refusés par les États-Unis et par l'entité sioniste, qu'aujourd'hui, il y a ce retour à la violence parce qu'on dit que Hamas a refusé la proposition qui a été faite par les États-Unis. Oui, ce que vous dites est parfaitement exact. Et je dois dire, ce qui nous effraie, ce qui effraie le monde entier, c'est les déclarations mortifères de la puissance américaine qui a promis aujourd'hui eh bien, l'enfer aux Gazaouis. C'est-à-dire que la phraséologie même du régime israélien est reprise dans la bouche de la plus grande puissance américaine. Et véritablement, on se demande si nous ne sommes pas à l'aube d'une explosion qui pourrait être très planétaire, si ce n'est planétaire au moins régionale. Je crois que des pays comme l'Iran observent avec énormément d'attention la situation et se préparent au pire.
Oui, Monsieur Christophe Oberlin, est-ce que finalement, vous n'avez pas cette impression, ou du moins, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui ne donne pas l'impression qu'on est en train de punir les Palestiniens parce que, tout simplement, ils ont refusé d'accepter un certain plan établi par de tierces puissances et par des forces ou des partis autres que les Palestiniens eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont refusé de quitter leur terre, finalement? Écoutez, quels que soient les plans futuristes et fous de division, de balkanisation du Proche-Orient, le contact que j'ai, moi, depuis plus de 20 ans avec les Palestiniens, et ça apparaît d'ailleurs dans un film qui va sortir à l'Assemblée nationale, qui sera projeté à l'Assemblée nationale en avant-première à Paris, qui s'appelle Pour l'honneur de Gaza, des déplacés sous les tentes. C'est un film qui a été tourné entièrement dans les camps de réfugiés sous tente actuellement, un film tout à fait actuel, et c'est les personnages d'hommes, de femmes et d'enfants. Et on voit à travers leur calme, leur détermination absolue, leur absence de haine affichée, et ils le disent tous, y compris de jeunes enfants, nous mourrons sur place, nous préférons mourir sur place que quitter notre terre. Donc ils sont dans une logique de résistance dont on parlera dans l'histoire, et tous les plans qui visent à les exterminer ou à les chasser, à les faire partir, sont voués à l'échec, tout simplement parce qu'il y a une population qui résiste, et je dirais qu'elle est accompagnée aussi, c'est un point important. On a raison de dire que le conflit israélo-palestinien n'est pas un conflit religieux. Il n'empêche que la population de Gaza, et en particulier depuis des décennies où elle est soumise aux martyrs et au siège, eh bien, il y a un sentiment religieux qui n'est pas une résignation, mais qui donne une force, et cette force, eh bien, elle s'exerce tous les jours dans l'esprit des Gazaouis. Oui, très bien, Christophe Oberlin, restez avec nous. Eli Hatem vient de nous rejoindre. Eli Hatem, qui est avocat et homme politique français. Bonsoir. Bonsoir et merci de votre invitation. Merci, Eli Hatem. Alors, Eli Hatem, Washington dit combattre le Hamas alors que c'est les Palestiniens qui se font tuer encore. Une vieille tactique, selon vous, pour les Gazaouis pour se retourner contre le Hamas? Est-ce que vous le voyez ainsi? Eh bien, écoutez, ça c'est la vision, je dirais, primaire de cette situation. Mais il faut savoir une chose, que premièrement, Washington n'existe pas, en fait, comme le disait le directeur de Spotlight, un très grand magazine américain, je vous parle de ça il y a 20 ans ou 30 ans, on a l'impression que les États-Unis ne sont pas gouvernés par Washington, surtout en politique étrangère, mais plutôt par Tel Aviv, par le biais des différents lobbies, des différentes organisations qui pèsent sur la politique étrangère américaine, notamment l'AIPAC. Oui. Donc aujourd'hui, ces déclarations de Washington ne reflètent pas, encore une fois, la véritable intention du président Trump ou d'autres. Mais c'est plutôt par crainte, par soumission à ce groupe de pression qui est assez important. Deuxièmement, il y a également toute cette campagne médiatique qui est faite et par ricochet qui vient toucher les différents médias occidentaux. Comme quoi, en fait, ceux qui combattent aujourd'hui, c'est une organisation considérée comme étant une organisation islamiste terroriste qui est le Hamas et qui est formée par une idéologie fondamentaliste face à une entité qu'on appelle Israël, on ne sait pas trop. Mais la réalité est tout autre. En fait, c'est qu'il y a une résistance palestinienne. Cette résistance militaire palestinienne a été initiée depuis les années 60, après la Nakaba en 1967, et les pionniers de cette résistance armée palestinienne, inspirée de la résistance française allemand, c'était des chrétiens palestiniens, donc des Palestiniens de religion chrétienne. Ils ont été rejoints par l'ensemble des communautés qui forment la Palestine. Donc,
Deuxièmement, cette résistance militaire, elle a cessé totalement après les accords d'Oslo, et nous avons vu que les chrétiens se sont retirés du Fatah, ont critiqué cette autorité palestinienne qui a renoncé à la résistance armée du peuple palestinien. Parallèlement et paradoxalement, il y a l'organisation du Hamas qui, certes, elle a une coloration, une idéologie, je dirais, islamiste au départ, mais il n'en demeure pas moins que c'est elle qui mène la résistance militaire sur le terrain. Et c'est la Hamas pour qui on a voté, hein. Par l'ensemble des Palestiniens. Il s'agit d'une résistance nationale palestinienne face à une idéologie sioniste, racialiste, qui a pour objectif de réaliser un projet très clair, qui est celui de la déportation de la totalité des Palestiniens. C'est ce qui a été déclaré d'ailleurs par le président Trump sous pression israélienne, et d'autre part procéder à une extermination de ceux qui restent sur le terrain. Trump qui a déjà promis en février dernier l'enfer aux Palestiniens s'ils ne libéraient pas tous les otages. Au fait, Hamas n'a pas refusé de libérer les otages ou les captifs. Hamas a conditionné cette libération par une paix durable, Christophe Oberlin. Oui, tout à fait. Ce qui est tout à fait normal et logique. Le Hamas a une longue expérience des échanges de prisonniers, et un échange de prisonniers était l'un des 3 objectifs de l'offensive palestinienne du 7 octobre. Et donc cet échange de prisonniers se négocie prisonnier par prisonnier, puisque le mouvement, et depuis des décennies maintenant, privilégie d'abord les femmes et les enfants, ensuite les prisonniers de longue durée, les personnes âgées, etc. C'est-à-dire que dans les 3 phases de la négociation, à partir de la 2e phase, une nouvelle négociation s'ouvrait pour savoir quels prisonniers on allait libérer. On a parlé de Marwan Barghouti, de Ahmed Saadat et de beaucoup d'autres. Et ces échanges de prisonniers qui ne sont pas du tout médiatisés d'une façon tout à fait scandaleuse dans les médias français, ces échanges de prisonniers, c'est quand même des milliers de familles qui ont vu revenir un père, un fils, une mère, et tout ça est extrêmement important. J'ajouterais concernant le Hamas, au propos excellent que vient d'être tenu par Maître Hatem, j'ajouterais que dans cette affaire, et nos médias ne le disent pas, la partie qui réclame, et depuis des décennies, l'application du droit international, c'est la partie Hamas, c'est en particulier les avocats du Hamas et notre ami décédé malheureusement, Gilles Devers. Et donc ce parti islamiste est un parti qui est imprégné des valeurs de l'islam telles qu'elles sont décrites, par exemple, pour le public occidental, par quelqu'un comme Lamartine, par exemple, qui a décrit toutes ces valeurs avec énormément de respect. Et en même temps, c'est la partie qui demande la démocratie, l'application totale et intégrale de la démocratie. Et à travers ce cessez-le-feu de longue durée, c'est le parti qui a la position la plus raisonnable, puisqu'on ne va pas, et encore plus après toutes les horreurs subies ces derniers temps, on ne va pas signer la paix des cœurs, la paix réelle. Et donc seul un cessez-le-feu de longue durée, qui pourrait être établi à 25 ans, comme l'a dit Mahmoud Zahar, seul un cessez-le-feu de longue durée, avec la création d'un État palestinien, comme le réclame le droit et l'immense majorité des États du monde, dans les frontières de 67, c'est évidemment la solution de demain. Mais avec les bombes américaines, combien de morts, de dizaines de milliers de morts d'ici là? Alors finalement, Elie Hatem, qu'est-ce qu'on veut des Razaouis aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut des Razaouis? Qu'est-ce que ces gens qui bombardent veulent des Razaouis? Écoutez, c'est très simple. C'est les pousser à l'exode. Donc tout a été fait. Vous savez, ça s'est passé comme ça en 1947, puis en 1948, avant même la déclaration officielle de l'entité sioniste sous forme d'un État. Donc c'est tout un projet de terreur, parce que c'est un terror, ce sont des actes de terrorisme, il faut le rappeler, pour pousser la population à quitter d'elle-même les territoires. Où ceux qui vont rester et qui sont obstinés à résister et à conserver leurs biens et à rester sur leur terrain, sur le territoire,
Eh bien, c'est très simple, on veut les exterminer, mais les exterminer d'une façon la plus odieuse. Moi, je parle aujourd'hui, au XXIe siècle, il s'agit du crime contre l'humanité le plus odieux du XXIe siècle, où on voit des gens brûlés vivants, et je parle et j'insiste là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de technique, c'est que les nazis ont trouvé dans leur horreur des techniques de chambre à gaz avant d'assassiner les gens. Mais là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des gens, il y a des enfants, des endroits où ils sont bombardés, où les gens sont brûlés vifs. Et c'est ça que je trouve le plus atroce. Il ne s'agit pas donc d'un simple crime de guerre, mais il s'agit d'un crime contre l'humanité qu'il faut absolument dénoncer. Très bien. Christophe Oberlin, nous assistons donc à un deuxième round, pour ne pas dire un troisième round d'agression contre Gaza, de violence, de bombardement, de raids, et surtout que cela intervient au mois du Ramadan, alors que quand même on pensait que nos frères à Gaza allaient avoir quand même un moment de répit, même si on ne se faisait pas trop d'illusions sur ça, Christophe Oberlin. Aujourd'hui, il y a quand même, on dit que l'antité-sioniste a justifié cette reprise parce que, voyez-vous, d'abord on bombarde, ensuite on justifie, c'est-à-dire que ce n'est jamais l'antité-sioniste qui est responsable, mais c'est toujours les autres. Donc elle a justifié ces hostilités par le refus, je le cite, par le refus du Hamas de libérer les otages. Voilà, donc le prétexte tout trouvé. Oui, écoutez, de toute façon, on sait maintenant, je dirais depuis 1917 que les sionistes mentent en permanence, un tissu de mensonges qui est répété à l'envi, mais malheureusement pour les sionistes, eh bien, la réalité, elle passe par les voies directes qui nous viennent du terrain, par les messages directs qui viennent des dirigeants et en particulier des négociateurs. Donc tout ça tombe. Je crois que c'est peut-être un peu cynique de dire ce que je vais dire, mais personnellement, je suis beaucoup plus inquiet pour l'avenir des Israéliens que celui des Palestiniens. Vous semblez rassuré par rapport à l'avenir des Palestiniens, même si... rassuré n'est pas le bon mot, si vous voulez, mais il est clair qu'à moyen et long terme, Israël ne réussira pas son génocide des Palestiniens, pas plus que la France n'a réussi le génocide des Algériens. Il y avait une volonté exterminatrice et génocidaire, et les historiens aujourd'hui le font remonter à la surface, cette affaire, mais l'Algérie existe et la Palestine aussi. Oui. Elie Hatem, juste en quelques minutes. Alors, est-ce que vous pensez que cette violation du cessez-le-feu, donc reprise des bombardements sur les Palestiniens à Gaza, risque de réduire, si vous voulez, l'écart qui était plus ou moins accordé aux négociations? Est-ce qu'elles sont au pied du mur? Bien, écoutez, comme nous le constatons tous en ce qui concerne les prisonniers de guerre de part et d'autre, parce que moi je ne parle pas d'otages, il s'agit de prisonniers d'un côté et d'autre part une riposte avec des prisonniers de l'autre côté. C'était le seul moyen pour les Palestiniens de se faire prévaloir de leurs droits. Aujourd'hui, il y a une rupture des négociations entre les deux parties. L'entité sioniste ne veut entendre que la réalisation donc, de son projet, c'est autrement dit, c'est nier l'existence des Palestiniens et de leur droit à récupérer leur territoire, même pas la totalité de leur territoire, parce que ce sont eux qui ont concédé une partie de leur territoire à donner pour la création d'une entité racialiste uniconfessionnelle composée simplement par des juifs sionistes. Mais au-delà de cela, c'est qu'on trouve qu'aujourd'hui il y a une obstination de la part des sionistes pour la réalisation de leur projet, qui est celui, encore une fois, je le répète, la déportation par tous les moyens de terreur, c'est-à-dire des actes de terrorisme
contre la population palestinienne et ceux qui restent pour malheureusement les exterminer sous un silence occidental terrible et sous cette complicité, avec cette complicité américaine et occidentale qui sont sous la soumission de la crainte, sous la crainte également de ce lobby qui exerce sa pression sur ces puissances occidentales. Merci beaucoup, Eli Hatem. C'est aussi peut-être une façon de forcer la main aux Palestiniens pour qu'ils obtempèrent et acceptent un deuxième exode, qui sait. Merci donc d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes avocat et homme politique français. Merci également à Christophe Oberlin, docteur Christophe Oberlin, professeur des universités spécialisé dans la microchirurgie et la chirurgie de la main. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international.